Actua BD au 50e festival de la bande dessinée d'Angoulême avec Laurent Lefebvre qui a créé un super-héros bien de chez nous, Foxboy. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors c'est votre combienième d'Angoulême? Je dirais le 10e. Le 10e Angoulême. Alors ce personnage Foxboy que nous voyons là, il y a 3 albums, qui était d'abord chez Delcourt, que vous avez repris chez Comics Initiative. Comics Initiative est présent au Monde des Bulles ou au Nouveau Monde. Au Nouveau Monde, hein, ouais, c'est ça. L'an dernier, on était au Monde des Bulles et là, on est au retour, j'ai envie de dire, chez les indépendants, qui est plutôt notre vraie place, voilà. Je trouve. Ex-Bulle New York pour les nostalgiques. Voilà, c'est ça. Et on y est bien, en fait. Donc Foxboy, la jeunesse du personnage, un petit peu, c'est un personnage qui remonte à... Il était dans Pif Gadget, il y a eu une interruption. Ouais. Comment... Rapidement, le parcours de votre personnage. Rapidement, j'ai fait un premier album en 2010 qui, je pensais naïvement, puisque c'était au Lombard et dans la collection signée, m'ouvrirait toutes grandes les portes de la gloire, naïf que j'étais. Et j'ai voulu tout de suite, puisque moi j'étais lecteur de la revue Strange, et j'étais très kiosque dans mes lectures, la BD populaire, type Rahan, Spider-Man, qu'on appelait l'Araignée, les X-Men, etc. J'ai très vite, vers 30-35 ans, faire mon super-héros en fait. Comme ceux que je lisais, à la fois incarné dans un territoire, mais pas New York, parce que moi je suis français et breton, et en même temps avec des préoccupations un peu sociales, écologiques, un arrière-plan un peu plus réaliste que ce que je peux voir dans les actuels, depuis une trentaine d'années, on va dire, dans les BD américaines qui me parlent plus beaucoup. Et comme je n'arrivais absolument pas à signer cette série, aucun éditeur n'en voulait, ni Delcourt, Urban, qui venait d'être créé, ou Panini. Je l'ai d'abord publié dans des petits magazines régionaux en langue bretonne pendant 2-3 ans, à de petits épisodes à raison de 3 pages par mois, jusqu'à revenir avec une petite compile de tout ça traduit en français d'une 40aine de pages. Et c'est Thierry Mornay chez Delcourt en 2014 qui m'a dit oui, qui a signé 2 tomes, donc le 1 en 2014, le 2 en 2016, qui ont eu un petit succès d'estime, on va dire, parce que j'écumais les festivals et que j'étais dans un contexte où Walking Dead et les comics étaient quand même très visibles. Et puis il y a eu une brève publication dans la dernière version de Pif Gadget historique, celle de l'Humanité, du Parti communiste, on va dire. Et donc jusqu'en 2016-2017, il y a eu 2 albums chez Delcourt, des publications en kiosque, et tout s'est arrêté. L'album vendait pas assez sans doute chez Delcourt, Pif s'est arrêté, et c'est là où, rencontrant Michael Jérôme, qui était dans les tout premiers, vraiment les pionniers à conjuguer les réseaux sociaux, les communautés et les financements participatifs qui étaient un peu naissants, tâtonnants, pas encore très pro, en fait, faut dire ce qu'il y a. Les premiers livres n'étaient pas forcément très produits de manière éditoriale, moi je trouvais en tout cas. Et puis je suis parti avec lui sur l'aventure Kirby and Me, qui était un hommage à Jack Kirby. On est en 2018, le 2017, pour le centenaire de sa naissance. Et puis on ne s'est plus quitté. Il y a eu un artbook de mes dessins en 2018, premier financement qui a fonctionné. Et j'y ai vu l'occasion de tester si mon personnage de Foxboy, qui donc ne trouvait plus de place dans le système classique industrie, éditeur, auteur, etc., de le reprendre quasiment en indépendant, à l'américaine, comme chez Image Comics, comme chez Dark Horse, comme Mignola avec son Hellboy ou Miller avec son Sin City, on va dire, en gardant la main sur sa création. Et on a d'abord sorti un premier livre en 2020, juste avant le premier confinement, Foxboy, fait en financement participatif, totalement inédit. Et c'est suivi le tome 2, qui était il y a 1 an ici en sélection à Angoulême. Le tome 3 qui est sorti cette année l'an dernier en 2022, et qui reprenait en gros le matériel de Delcourt, mais entièrement refait, redessiné, remis à jour et dans la nouvelle continuité. Sachant que dans les comics, on a l'habitude de reprendre des origines et un peu de les perfectionner un peu à chaque fois jusqu'à trouver une formule un peu stable. Et le but maintenant, c'est de continuer d'enquiller la série et de nouvelles histoires, attendu que le comics et les super-héros a une tradition proche du feuilleton en fait. C'est toujours comme Adèle Blanc-Sec, on reprend d'anciens personnages qu'on fait revenir, on fait grandir, on fait évoluer le personnage dans le temps, c'est-à-dire qu'il vieillit, il grandit. Et donc c'est du Spider-Man, certes, costume, double identité, pouvoir, mais c'est ancré en France
et plus exactement en base de départ Rennes, qui est ma ville et qui est et donc en province, en région comme on dit maintenant, on dit plus en province maintenant. Voilà, donc il y a tout un univers où les gratte-ciel de 150 étages ont fait place aux petites maisonnettes de Rennes, où le titre apparaît dans le décor comme chez Will Eisner. C'est toutes mes influences américaines qu'on retrouve dans un décor totalement français. Et les codes graphiques, eux, sont 100% américains, dans le découpage, dans la forme, dans les couleurs, dans la narration. Et de s'amuser à voir ce que donne ce mélange au fil des albums. Alors, le public peut des fois s'y perdre entre les 2 Delcourt, les 3 Comics Initiative, et surtout vous triturez l'espace-temps dans vos bandes dessinées. Alors, comment vous avez travaillé la narratologie et le fil conducteur temporel des aventures de votre héros? Alors, il y avait une double contrainte, c'est-à-dire que j'arrivais dans une situation où j'avais sorti 2 albums chez un éditeur dont j'ai pu, et là je remercie Thierry Mornay et Delcourt, ils n'étaient pas obligés, mais ils m'ont vraiment laissé sans aucune forme d'histoire reprendre les droits de mon personnage, donc c'est important de le dire. Et je me retrouvais à un moment avec 2 albums, du matériel, mais que je n'allais pas rééditer parce que le lectorat de comics n'est pas si étendu que ça. Walking Dead a été trompeur là-dessus des années, c'est en soi un phénomène. Donc on n'est pas tant que ça de lecteurs à lire du comics, et ça se partage beaucoup entre Batman, Spider-Man et on va dire les X-Men pour faire un peu simple. Donc ma problématique, c'était d'abord proposer de l'inédit. Donc j'ai commencé par regrouper les récits qui n'étaient pas parus chez Delcourt en album, qui se passaient après ces 2 albums chez Delcourt, et c'est ça qui compose le premier tome chez Comics Initiative paru en 2001. Donc c'est vraiment la suite de ce que les premiers lecteurs avaient pu voir. Le héros a déjà son costume, il est déjà en activité. Attendu que quand on lit un Spider-Man et un Batman, généralement le personnage, c'est pas les origines, c'est comment il est devenu le personnage, il est déjà en activité. Donc je trouve une manière de le présenter pour les nouveaux venus, présenter son quartier, l'histoire d'où il vient. Mais l'idée, c'est qu'après, je me trouvais moins auteur avec un problème, c'était comment réinscrire ce qui était raconté avant. Donc le bon vieux principe utilisé dans Terminator, Retour vers le futur, qui est de trouver un moyen de faire voyager un personnage dans le passé, et de l'amener à la fois comme témoin de son propre passé. C'est aussi le Noël de Scrooge, il y a plein d'histoires comme ça historiquement. Et d'emmener Foxboy au temps présent, en 2020, voyager en 2014 pour avoir lui-même un regard sur sa propre histoire et revoir avec les nouveaux lecteurs comme les anciens les origines totalement réinscrites dans un nouvel écrin. Donc le Delcourt tome 1, il se retrouve maintenant dans le Comics Initiative tome 2, et dans le tome 3, la suite. Voilà. Donc c'est à la fois vraiment la suite, c'est une manière de faire en sorte d'une boucle temporelle où ce qui était avant chez Delcourt peut être lisible par ceux qui avaient lu les Delcourt et d'avoir malgré tout une autre histoire. C'est comme Rashomon de Kurosawa. C'est-à-dire on revoit une même histoire mais vue sous un autre angle et avec du recul. Et ce que je n'avais pas peut-être vraiment prévu au départ, c'est là où le côté artiste reprend la main, c'est que moi-même, en étant pas satisfait des planches que j'avais fait 7-8 ans plus tôt, c'est comme si moi-même je revenais 7 ans dans le passé et que je me revoyais moi-même sur mon atelier, et en retravaillant mes planches, je voyais toutes mes intentions qui n'étaient pas pour moi pas abouties, pas pro, et c'est l'occasion d'avoir repris mon propre travail, redessiné, remis à jour pour que ça colle vraiment à cette espèce de socle de base. Les 3 premiers tomes sont le sol, la fondation sur lequel je vais bien bâtir les 4, 5, 6, 7, 8 qui vont suivre derrière. Et là, effectivement, il y a... Et vous éclatez le gaufrier classique, par exemple, avec cette image-là, on est presque chez Fred aussi. Fred s'amusait à faire ce genre de choses. Le chien de Sinbad. Ça vous a marqué, j'imagine. Fred de Philémon, il y a beaucoup d'auteurs comics qui jouent avec ça. Mais Fred de Philémon, c'est marrant que vous dites ça parce que Niels Holgersson, effectivement, Philémon, c'est dans les grandes lectures. Je pense que chaque enfant, avant d'avoir un cerveau trop organisé, trop logique, on devrait lui mettre des Philémons dans les pattes, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Alors qu'est-ce qui lui arrive à votre héros sans trop spoiler là? En fait, c'est un moment, c'est marrant, c'est un peu le moment voyage dans le temps où moi j'essaie d'utiliser, à la différence des Américains qui utilisent beaucoup une sorte de logique scientifique souvent foireuse, c'est d'utiliser plus la magie. Là, je convoque, j'essaie même d'évoquer, alors c'est très pompeux, très prétentieux dit comme ça, mais j'essaie d'évoquer Möbius, là. Le côté déviation, l'idée de dévier d'un fil d'espace-temps, même dans le traitement graphique. Évidemment, je parle beaucoup de comics, mais je suis aussi fait de Fred, je l'ai dit,
de la déviation, le garage hermétique, de Métal Hurlant, évidemment, c'est des grandes lectures. Hein. De toute façon, les influences, elles connaissent pas de frontières. Donc, quand on lit Milton Caniff ou qu'on lit Tardy, c'est des fois plus arrangé dans le même endroit de la bibliothèque que seulement comics ou franco-belge qui, au fil des années, on le voit bien, et des influences ne veut plus dire grand-chose. Donc voilà, oui, il y a un moment, j'aime bien rompre les cases, ouvrir des portes, faire en sorte qu'une porte d'un côté soit complètement... Comme si on découpait ici au cutter, on retrouvera exactement le même emplacement de l'autre côté, etc., etc. Et c'est le moment où là, mon personnage, au temps présent, voyage et se retrouve au moment où le lecteur l'a connu la première fois, 8 ans plus tôt, chez Delcourt. Et c'est là où on reprend les mêmes planches, sauf que ce qu'il ne sait pas, ce petit con là de 17 ans lycéen, c'est qu'il a un témoin qui observe tout entre chaque chapitre. Il dit « Putain, mais quel blaireau j'étais à l'époque !» Et qui revoit le passé de qui il était et qui peut en avoir une analyse et qui explique aussi le chemin qu'il a fait entre-temps. Donc ça permet de mettre d'accord les anciens fans et les nouveaux venus et que personne soit laissé à la porte. Enfin, idéalement, c'est ce que le film Spider-Man New Generation, ça arrive à faire parfaitement. Il y a le Peter Parker, quarantenaire, avec un peu de bide, et il y a le jeune Miles Morales, qui est la nouvelle génération. Et ça ne contredit personne. On peut être rentré dans la mythologie Spider-Man dans les années 2000, comme dans les années 80, comme moi. Et tout le monde dit, mais c'est aussi votre personnage, et on prête les jouets et on le passe au suivant. Donc, c'était pas prémédité à la base, mais il se trouve que par une contrainte qui était de remettre à jour du matériel, qui étaient les albums Delcourt, l'artiste, le dessinateur, le créateur s'est creusé la tête et a trouvé des solutions qui allaient avec une contrainte qui, elle, était économique. Et c'est là où, pour reprendre mon maître à penser, Will Eisner, il disait il faut être rêveur et pragmatique. Il se disait dreamer, artiste, il trouvait des solutions, mais ces solutions devant se conjuguer avec des nécessités économiques, qu'en gros le livre soit compréhensible par les lecteurs, trouvait des solutions qui toujours amenaient vers des solutions artistiques et remettaient en jeu des idées graphiques et narratives de BD. C'est ça qui est, pour moi, ce qui signe les comics comme l'art aux États-Unis en général, le cinéma, c'est que c'est une industrie, l'entertainment. Et c'est toujours un mélange des deux où dès que ça devient trop industriel, l'artistique doit revenir. Si c'est trop artistique et barré, ça va parler à 4 personnes, qu'il faut toujours trouver cette balance. Et puis c'est ça qui m'amuse en fait. Entre l'adulte que je suis et le gamin de 12 ans d'âge mental que je suis aussi, qui veut juste dessiner un personnage qui kiffe ses pouvoirs en sautant sur un toit enneigé de sa ville de Rennes, en courant après un loup-garou ou un vampire. Alors Laurent, vous aimez bien montrer, vous avez monté une exposition avec Quai des Bulles, vous avez fait un petit livre qui s'appelle La sorcière de Silhaus où vous expliquez un peu votre travail, vous vous représentez, et donc expliquez aux lecteurs le chemin d'une création de Foxboy. Un album, combien de temps, les différentes étapes rapidement, parce que c'est toujours intéressant de se penser sur le processus créatif. Alors déjà c'est totalement intuitif parce que je fais partie comme beaucoup d'auteurs enfin on a appris tout seul quoi. Moi j'ai appris à dessiner, c'est en copiant. Donc j'aime bien quand on me dit tiens il n'y a pas un peu de Alan Davis ou de machin, parce que c'est évident pour moi, je suis une éponge qui n'en finit pas de recracher. Et donc dans ce petit bouquin qui est un goodies, comme on fait du financement participatif, là c'est le côté major fatal. C'est que on essaie de gâter ceux qui nous permettent d'exister, ce qui est toujours le cas, c'est toujours les lecteurs qui font qu'on est auteur. Et donc on avait fait ce petit bouquin où je m'étais amusé à reprendre en fait des crayonnés faits sur simple papier, des fois à format papier machine A4 ou A5, qui permettent, parce que moi mes idées elles me viennent en images. Donc je mets des images et des fois c'est vraiment pas très beau, pas très sexy, mais pour moi la création elle est là. Les vraies décisions, tout ce qui est pris, combien il y aura de bandes, quelle page je mets, de dos, de côté, c'est là que ça se fait. Et je reprends chacune de ces pages-là, je la reprends ensuite ici en crayonné et en ancrage, sans les bulles. Je travaille à la tablette graphique, ce qui me permet sur des calques différents de pouvoir mettre des bulles pour pouvoir à loisir en ajouter, en enlever, sans que j'ai à redessiner le dessin derrière. Si par exemple sur papier j'avais dessiné une bulle, mettons ici, et que je me dis en fait ça sert à rien, et si je devais la gommer, il faudrait que je dessine derrière. Donc je préfère tout dessiner d'un coup. C'est la méthode américaine de diviser les tâches. Les comics sont nés en même temps que le Fordisme et le Taylorisme, donc c'est pas pour rien s'ils ont mis en place ce système très logique qui est quelqu'un qui crayonne, un autre qui encre,
un autre qui pose les bulles et le lettrage, et un autre qui fait la couleur. Et c'est assez logique en travaillant en numérique pour moi, de reprendre ce fonctionnement qui est très souple, qui permet de dire à quoi ça sert par exemple de faire ricaner ce personnage-là qui est un pilote dans un hélicoptère avec un cruel qui sert à rien, son visage le dit. Donc je peux dans une deuxième lecture, comme un réalisateur qui va choisir dans les meilleures prises qu'il a fait d'une même séquence filmée, pouvoir modifier le dialogue, en ajouter, en enlever, et pour arriver dans la dernière version à celle où apparaît le texte et les couleurs, que je fais aussi numériquement. Mais tout part d'un petit crayonné très simple où pour moi 80-90% des décisions sont là. Et ne pas trop aboutir cette étape-là, ne pas trop soigner le dessin, ne faire que des espèces d'ébauches, d'ancrage très lâches et rapides, permet de ne pas perdre de temps et pouvoir changer des éléments après, pour qu'à chaque étape, quand je vais passer sous la casquette de crayonneur fin, et la casquette d'encreur, et la casquette de coloriste, de pouvoir trouver des marges de... Comment dire ? Le coloriste doit pouvoir se dire, je vais pouvoir raconter le silence de la nuit, donc plutôt qu'avoir plein de maisons à l'arrière, je vais les enlever et mettre un seul jus de couleur bleue qui revient à dire c'est le silence. Si j'avais mis des néons allumés ici, c'est à Sillaos à La Réunion, un petit village dans un cirque près d'un volcan. Si j'avais allumé des enseignes, des lampadaires et mis des voitures, on aurait eu du bruit, on aurait imaginé que ça bouge et qu'il y a de la vie. Or là, c'est le silence. J'ai juste mis 2 chauves-souris, j'ai enlevé le décor. Et le coloriste trouve aussi, lui, une manière d'ajouter à la narration, tout comme à l'ancrage, des noirs ou des éclairages dont j'ai pris la décision, ont conforté ou appuyé une sensation que j'avais envie de transmettre et que moi j'avais en tête dès le crayonné, mais que moi seul et au courant, parce que comme c'est extrêmement esquissé et très léger, il n'y a que moi qui peux savoir ce que j'ai réellement en tête en prenant ces petites notes très rapides. Donc effectivement, en poussant, là j'ai poussé le vice à faire reconnaître des gens que je connais qui habitent à La Réunion, donc là c'est encore une autre considération, mais cette note graphique était pour moi suffisante à ce moment-là pour que, quand je reprends tour à tour les casquettes de encreur, puis coloriste, puis lettreur et dialoguiste, je m'en rappelle et je puisse avoir cette marge de manœuvre à chaque fois. Donc voilà, ce petit bouquin-là me semble un assez bon, je l'ai même fait pour la couverture, un assez bon résumé de comment le bazar qu'il y a dans ma tête et comment je travaille en fait. Alors vous travaillez donc tout seul, tout le temps, et un album, ça fait quand même une grosse pagination. Combien de temps de travail pour aboutir à un album Foxboy nouvelle version Comics Initiative ? On va dire 1 an, mais je suis toujours entrecoupé. Je fais beaucoup de ce qu'on appelle des couvertures variantes pour le même éditeur. Donc je fais des projets comme Refuge qui sort en avril 2023 sur l'accueil des migrants. Donc je fais de plus en plus de reportages dessinés. Donc en fait souvent j'entrecoupe quand il y a des projets auxquels je ne peux pas trop résister, qui sont hyper intéressants, qui vont me prendre 15 jours par-ci, 1 mois par-là, ou des expos pour Quai des Bulles aussi. Donc on va dire, si j'étais en temps plein, ce serait à peu près 1 an. Mais j'ai besoin de couper mon marathon de petites pauses en faisant autre chose pour pas trop m'ennuyer et retrouver de l'énergie. Oui, voilà, on va dire en gros 1 an, et c'est généralement 160 pages ou 170 pages, je sais plus, un album, il n'y a pas de numéro de page en bas. Oui, là on est plus que la pagination classique. Ah oui, puis il y a le courrier des lecteurs, ça j'y tiens beaucoup. Parce que c'est les vrais lecteurs qui vous écrivent. C'est des vrais 100%. Oui, 100%, et j'y tiens. J'ai appris après naïvement que beaucoup de courriers de lecteurs étaient faux. Voilà. Ouais. Et mais alors là, je m'en étais jamais douté, y compris dans Strange. C'était des faux. Dans Strange, ouais. On reprend l'idée de cette les comics français où il y avait les lecteurs qui s'exprimaient. Pour moi, voilà, c'est ça. Dans Strange, il y avait tous les mois, il y en a que je relisais tellement que je finissais par connaître les noms. Et il y a des gens qui sont devenus des auteurs comme Chris Malgrin. Il y en a plusieurs comme ça, Thierry Olivier, dont je voyais les courriers publiés dans Strange. Olivier Vatine avait publié des dessins dans Strange numéro 100, etc. Et c'est important, je trouve, que même si le livre est réédité, les courriers resteront dedans parce qu'à chaque fois, ils sont rapport à la lecture du tome précédent. Et je trouve que c'est un instantané de comment les gens envisagent la série, les questions qu'ils s'y posent. Et quand on aura... Imaginez qu'on est dans Torgal 3, les courriers des lecteurs qui avaient lu le 2 qui se posent des questions sur ce qu'ont le 4, le 5, et pareil pour Tintin ou d'autres. Et je trouve que rendre un peu aux lecteurs, surtout pour des livres qui n'existent que parce que des gens nous font confiance et souscrivent à la base, ah oui, le minimum c'est qu'ils aient une place à l'intérieur
Delcourt m'avait dit non à l'époque parce que c'était pas dans leur manière de fonctionner. Tout comme nous, on a imposé de plus être sur Amazon parce que c'est notre décision de se dire, il y a un moment, on est logique, s'il faut soutenir le réseau du livre, la chaîne du livre, les libraires, les diffuseurs, les distributeurs, les auteurs eux-mêmes, il y a des choix comme ça à faire, tant qu'on a le choix d'ailleurs, tout comme le fait que c'est 100% fait en France, de la création à la fabrication, c'est imprimé dans l'Ain, à la CEPEC. Donc oui, ça c'est ce que permet la liberté et ce qui prolonge aussi ce discours de... moi j'ai beaucoup compris en regardant le système américain où il y a peu de marge de manœuvre de l'auteur sur la création, les droits des personnages, donc la réappropriation des personnages passe aussi par un postulat qui est presque politique en fait, de se dire moi je veux que mes personnages, s'ils prônent une certaine morale locale quelque part, pas nationaliste, pas patriote, hein, mais locale, écologique, etc. C'est d'essayer d'imposer par ce système-là de financement, d'édition, de fabrication, des valeurs que on ne peut absolument pas demander quand on est dans un vrai groupe d'édition, entre guillemets, qui n'est pas indépendant, type Delcourt, parce que ce n'est pas leur choix, parce que Les Algues Vertes, c'est un bouquin incroyable, hyper important, mais ça m'étonne qu'il soit imprimé en Pologne. Ça me paraît un non-sens, ça me paraît casser la logique à un moment, quoi. D'accord, bah écoutez, on va vous suivre avec plaisir. Donc le tome 4 l'année prochaine, si tout va bien. Et d'abord, je vais faire ce qu'on appelle un spin-off. Alors, pardon pour l'anglicisme, c'est une série des personnages dérivés de la série principale. Et moi, il se trouve que dans la tête de mon petit personnage, il a deux amis imaginaires qui sont sur la première image que je vais vous montrer très évocateurs de Calvin et Hobbes, parce qu'il venait de lire Calvin et Hobbes. Donc il y a une espèce d'esprit animal qui est sous la forme d'un petit garçon et d'un esprit renard. Et ils auront leur propre tome, leur propre album à eux, qui va enrichir la légende de Foxboy, suivant la grande tradition de l'univers partagé à l'américaine. C'est-à-dire que tous mes personnages vivent dans un même monde, se croisent, se rencontrent, comme dans le Cahier bleu de Juillard et Après la pluie, hein, c'est pas propre aux Américains. Et donc ces deux petits personnages-là, qui n'auront pas toujours l'apparence d'une BD de Calvin et Hobbes, vont avoir leur propre spin-off à eux qui va totalement éclairer le reste de la mythologie de Foxboy globale. Et pour moi, le but, c'est de l'enrichir par petits bouts. Voilà, on aura bien compris que vous mélangez finalement la BD sociale avec la mythologie pour un résultat qui a l'air assez détonnant. Alors pour les gens qui veulent découvrir, je crois qu'il y a une expo qui est produite par Quai des Bulles qui est disponible. Oui, sur le site de Quai des Bulles qui devrait tourner dans les années à venir, y compris dans le sud de la France en 2024. Écoutez, on espère. On croise les doigts. Voilà, ce serait chouette.